Aujourd'hui, notre voyage dans le temps nous plonge dans l'ancien quartier des pêcheurs, dit le Pollet. Blotti au pied de la falaise est de Dieppe, le Pollet est l'ancien quartier des pêcheurs. Les poltès y sont installés au bord de la rivière Arc, qui se jette dans la Manche entre Dieppe et la falaise. Le parcours de cette rivière a bien été détourné au cours des siècles passés, ce qui nous a donné une nouvelle physionomie de la ville. L'origine du Pollet s'est, semble-t-il, perdue dans la nuit des ténèbres. Les manuscrits auxquels j'ai eu un recours ne remontent pas sur son antiquité au-delà de 940. À cette époque, dit l'un des manuscrits, on commença à bâtir au pied de la côte de l'Est quelques maisons d'où s'est formé le Pollet. Jusqu'au milieu du XIe siècle, l'Aune, la Béthune et la Varenne, en confluant, formaient un estuaire profond encadré de coteaux sans raides. Ce vaste bassin naturel, s'étendant jusqu'au territoire actuel de la commune d'Arc-la-Bataille, représentait un mouillage sûr pour les pêcheurs locaux et les marins de passage. Ce mouillage étant sûr et abrité pour les pêcheurs locaux et les marins de passage, se développe alors une pêcherie qui possède 5 masures et 5 salines, installées à proximité de la mer. Elle sera longtemps exploitée, produisant à un monastère un revenu annuel de 5 000 arans sort. En 962, Loctaire II vint assiéger le duc de Normandie Richard Ier dans le faubourg du Pollet. Dès le XIIe siècle, il est mentionné le Pollet d'Outre-l'eau. Ils se font face autour du port, les deux faubourgs. Le Pollet de Dieppe, qui correspond aujourd'hui au bout du quai, et le Pollet d'Outre-l'eau, qui est l'actuel quartier du Pollet. Un passeur assurait à cette époque le lien entre les deux rives du Hable. Pendant la guerre de Cent Ans, le dauphin de France futur Louis XI, arrivé le 10 août à Dieppe, entreprend le siège d'une bastille en bois au Pollet, construit par l'anglais Talbot. Il libère le Pollet et Dieppe le 15 août 1443, malgré la vigoureuse défense anglaise. Un pont de pierre sera construit en 1511. Au XVIe siècle, l'activité marine est en pleine expansion, et à la pêche vient s'ajouter une activité commerciale florissante. Cependant, le port ne dispose pas d'un espace très important pour abriter les nombreuses nefs. Un seul bassin barré en amont vers la rivière par le fameux pont. Ce bassin n'est pas un bassin à flot. L'envasement et l'accumulation des galets empêchent tout mouvement des navires à marée basse. Au XVIIIe siècle, la presqu'île du Pollet est divisée une première fois, avec la création du canal de chasse, qui servait au désensablement du port de Dieppe. Un bassin de retenue et des écluses sont creusés en 1778. Jusqu'au XIXe siècle, les marins-pêcheurs utilisaient la rive sud, en pente douce, de la boucle de la rivière qui formait la presqu'île du Pollet, pour mettre à sec leurs barques, pour les réparer et les préparer pour les futures campagnes de pêche.
Dominant la falaise située à l'est de la ville, la chapelle Notre-Dame de Bon Secours fut construite en 1876 et appartenait alors à la Société de Secours Mutuel. Les Diepois s'étaient en effet engagés à édifier un lieu de culte dédié aux marins lors de l'inauguration du calvaire de la Jetée, 16 ans auparavant. Cette chapelle fut d'abord un lieu de pèlerinage, puis un lieu dédié à la mémoire des marins disparus en mer. Isolée de toute habitation jusqu'en 1914, elle devint chapelle paroissiale de Neuville-les-Dieppe, puis fut achetée par l'association diocésaine en 1935. De nombreux ex-voto et des plaques commémoratives des familles venues se recueillir ou fleurir à la mémoire des leurs sont présentés. Le quartier même du Pollet, s'il paraît important, n'est pas très étendu. Et bien que dans le passé on le nommait Faubourg du Pollet, il s'étend du pont Angot à la rivière d'Arc, de la route Bonne Nouvelle à la rue de la Bastille, du cimetière du Pollet à la rue Cité de Lime, de la Cité du Marin à la chapelle de Bon Secours, et du bout de la Jetée jusqu'au pont Angot, en passant bien sûr par le quai du Carénage. Un hexagone local qui demande une promenade d'au moins 2 heures pour le découvrir.
pleuve ou qu'il vente, en bordure du rivage au pied des falaises, les ramasseuses s'activent pliées en deux à remplir les paniers de galets, qui sont ensuite déversés dans les hottes. Les femmes courbées sous le poids du chargement déversent ensuite les galets dans des tombereaux traînés par des chevaux. On ne ramasse pas n'importe quel galet. Le choix est ciblé et porte sur les plus beaux. Ceux qui, malmenés, ballottés par le roulis des vagues, perdent leur aspérité jusqu'à prendre des formes lisses, douces, arrondies ou d'un bel ovale. La couleur obéit aussi à des critères. Les galets noirs, gris, foncés ou légèrement bleutés sont plus convoités. À cause de leur dureté, les galets traités et transformés sur place servent à la fabrication des boulets de broyeurs de la silice en poudre. Ils prennent également le chemin de l'exportation et de l'utilisation dans les produits céramiques. Le tonnage de ces exportations est assez conséquent pour entraîner la création d'établissements spécialisés dans ces transactions. Le galet céramique constituant un fret de retour intéressant pour les navires affrétés à Dieppe en provenance d'Angleterre ou des États-Unis. Avant 1880, le port de Dieppe en a avant-peur. Le bassin du Ken, le bassin Bérigny et la communication par écluse entre l'arrière-port et le bassin de retenue correspondant au débouché de la rivière d'Arc. L'histoire de Dieppe nous apprend que dès 1879, dans le cadre du programme des travaux lancés par Charles de Freycinet, ministre des Travaux publics, des aménagements sont décidés pour relancer le port de Dieppe. C'est alors que l'on décide d'ouvrir à travers le faubourg du Pollet un chenal de 40 mètres de large, destiné à relier l'avant-port avec le bassin de la retenue. Pour ce faire, 173 immeubles seront abattus. Des rues seront supprimées. La place Bourdin, la rue des Trois Marmots, la rue Hôpitaux. D'autres, comme la rue Belteste et la grande rue du Pollet, seront coupées. C'est ainsi que naquit l'île du Pollet, résultat d'un quartier divisé par le chenal. De grands travaux sont approuvés par la loi du 3 avril 1880. Dieppe sera doté d'un nouveau chenal au Pollet, d'un arrière-port, d'un bassin de mi-marais et d'un bassin à flot. Le percement de ce chenal va modifier profondément le visage du Pollet et laissera à jamais une cicatrice avec la disparition des rues, places, maisons dans notre quartier de pêcheurs. Dans la vigie du 23 mars 1880, on peut lire « Le Sénat vient d'adopter, dans sa séance de samedi dernier, à l'unanimité, le projet de loi ayant pour objet l'amélioration et l'agrandissement du port de Dieppe. » La promulgation de la loi de 1880 va entraîner le port de Dieppe dans des travaux pendant plusieurs années, dont les expropriations, abjudications seront les premiers signes avant les premiers coups de pioche. Premier coup de pioche annoncé par une seule phrase dans la vigie du mardi 16 mars 1880 à la rubrique « Chronique locale ».
Les travaux de creusement du nouveau chenal dans la traverse du Pollet ont commencé hier. Ces travaux entrepris pour l'aménagement du port chassent du quartier populeux du Pollet beaucoup de familles de pêcheurs. Les plus démunis, les plus défavorisés, échouent dans les cavernes taillées près du Pollet ou plus à l'ouest de la plage, au Bas-Fort-Blanc. Certaines gobes paraissent naturelles, mais en général ce sont d'anciennes carrières abandonnées. Quelques-unes pourraient dater d'ailleurs des origines de la ville, d'autres ont été creusées lors de la reconstruction de la ville après l'incendie de 1694. Elles ont alors servi à extraire la craie avec laquelle on fabriquait la chaux. Ces gobes très profondes sont habitées par des familles entières. C'est toute une colonie grouillante qui peuple cet habitat précaire, où chacun fait son trou pour loger sa marmaille. L'ouverture est enfermée par des plaques de fer blanc, de vieilles toiles à voile goudronnées. L'aménagement rudimentaire s'improvise. Une couche de sable tapisse le sol. On badigeonne les parois au goudron pour lutter contre l'humidité. On assemble des planches pour cloisonner les pièces. Le chauffage, la cuisine dépendent des humeurs d'un méchant poêle avec des emboîtages de tuyaux reliés à un conduit qui laisse la fumée s'échapper à l'extérieur. Devant le seuil, un bric-à-brac d'objets hétéroclites, des outils et attirails de pêche, les filets et le linge qui sèche, une jungle où les choses finissent toujours par trouver une place, même un perroquet ramené des îles, un canari dans sa cage, une poule avec son enclos grillagé. Les femmes apportent de l'imagination, de la fantaisie, dans la décoration des gobes, pour ménager la part de rêve. La pêche à pied fait bruit à la marmite. De menus travaux, le recours à quelque expédient aussi masque un peu la misère. Il leur a été proposé plusieurs fois d'aller vivre au fond de la Valeuse, entre quatre murs. Mais pourquoi aller si loin de leur théâtre d'opération? C'est le plus près possible qu'il faut s'installer. La plage est pour eux un lieu complet d'activité, avec la pêche bien sûr, un lieu de commercialisation des produits, et puis un lieu d'observation, de conversation et de distraction, pour les enfants surtout. La plage et puis l'estran, c'est la manne. C'est la table quotidiennement servie par la Providence. Dès que l'eau se retire, il faut être là, dans les tout premiers. Il suffit de cueillir. Comme l'été en campagne, le ramassage des fruits, mais ici ça sera en toute saison. Régulièrement, tous les jours. Mais il faut parfois se lever tôt pour cela. Dès 1913, une enquête a été réalisée
sur les conditions de vie dans ces gobes. Cette enquête devait déboucher sur la fermeture immédiate de ces véritables terriers et sur le relogement de ces gobiers, ainsi appelle-t-on les habitants de ces gobes. Les travaux du port de Dieppe continuent en 1887 par le creusement des bassins de commerce. Dessiné dans un souci d'intégration à son environnement par l'architecte et ingénieur Paul Alexandre, un grand pont tournant est assemblé en seulement 4 mois, en 1888. La superstructure et le tablier sont construits par la Société des ponts et travaux en fer, aujourd'hui Eiffage Métal, tandis que le mécanisme est l'œuvre de la société Fives Lille Gail. Le grand pont est surnommé pont neuf ou encore pont qui tourne par les habitants, bien que son voisin, le pont Angot, terminé en 1881, soit aussi un pont tournant. Il est mis en service le 1er janvier 1889, après des essais concluants. Monsieur de Heredia, ministre des Travaux, et Monsieur d'Ostrem, ministre du Commerce et de l'Industrie, inaugurent le pont tournant le 18 juillet 1889. Le pont Colbert, oui, c'est le nom qu'il prendra dans le futur, est une imposante structure de fer pudelée et laminée. Son tablier fait 70 mètres de long, dont 47 de portée au-dessus du chenal. Il bat le record de l'époque de 3 mètres au détriment du pont Victoria. L'ensemble pèse 810 tonnes, réparties de la manière suivante: 499 tonnes 500 pour le tablier, 234 tonnes 500 de lest, 40 tonnes 300 pour le chevêtre, et enfin 36 tonnes pour la partie du mécanisme attaché au tablier. Il est intéressant de voir au travers de la verrière la chambre de la machinerie. On aperçoit la manette pivot qui fait monter le pont. Le pivot supporte 810 tonnes. Le volant de la presse de basculement qui met le pont sur les rails, le volant de manœuvre, puis la manette de décalage. Le mécanisme qui permet de faire tourner le pont est hydraulique et utilise tout simplement l'eau du chenal. L'eau est pompée, puis le mécanisme est actionné par 2 grands vérins qui entraînent une lourde chaîne constituée de 200 mailles de 14 kg chacune autour du pivot. L'hiver, afin de prévenir le risque du gel qui pourrait bloquer le mécanisme, le pont a la caractéristique d'utiliser du fumier, doublé en cas de température très basse, inférieure à -8. Considérant que la chapelle du Pollet était devenue trop petite, les habitants du quartier demandèrent que le Pollet soit érigé en paroisse, puis qu'une église plus vaste soit construite. Les travaux débutèrent finalement en 1843, sur les terrains offerts par le département, près de l'ancien couvent des Capucins, transformé en prison. On en profita également pour percer de nouvelles rues,
afin de desservir l'église ainsi qu'un chemin de ronde autour de la prison. Il fallut cependant construire l'église sur pilotis en raison de nappes d'eau souterraines trop proches de la surface. L'église des Poltais fut finalement inaugurée en 1849 par l'archevêque de Rouen. Mais il lui manquait encore son clocher, qui ne sera élevé qu'en 1860. Ce n'est qu'une cinquantaine d'années après la pose de la première pierre que la décoration intérieure sera terminée, donnant sa dernière touche à une addition plutôt salée. Allez, go! Construite en 1825 dans le quartier maritime du Pollet, la prison de Dieppe, surnommée le Petit Nice par ses locataires, s'étend sur 4200 mètres carrés, sur l'un des quais du port. Cette prison à dortoir non cellulaire pouvait accueillir jusqu'à 50 hommes et 15 femmes environ. On peut la considérer comme un exemple type de petite prison départementale chargée de recevoir des prévenus et des condamnés dont la peine sont inférieures à 1 an et 1 jour. Pour faire face aux nombreuses dépenses qu'engendrait la détention d'un prisonnier, l'administration pénitentiaire adopta à partir des années 1840 le système dit de l'entreprise générale. Alors que l'entretien des détenus était assuré jusqu'alors par des aides locales, essentiellement municipales, celui-ci devint à la charge d'un entrepreneur privé. Cette privatisation de fait des prisons avait pour contrepartie pour les entrepreneurs de fournir du travail aux détenus. Ainsi, en 1852, le travail était si peu important dans la prison de Dieppe que seuls les détenus dont la conduite était irréprochable étaient autorisés à fabriquer des paillassons ou à filer le lin. Parfois, l'activité consistait même en épluchage de laine, écossage de haricots ou dépouillage des chiffons. Il était effectivement difficile de mettre en place une activité suivie et qui plus est rentable. L'estacade. L'estacade est un quai d'appointement qui permet de multiplier les échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne, dès 1918. Des dizaines de wagons remplis de marchandises s'entassent sur le navire, auquel ils ont accès grâce au prolongement des rails sur une rampe qui facilite donc le passage entre ces deux niveaux distincts. Ces navires anglais appelés ferryboats participeront par la suite au ravitaillement et au rapatriement des troupes britanniques pendant le second conflit mondial. Ces 3 navires couleront non loin des côtes normandes, près de Saint-Valery-en-Caux, Veules-les-Roses et Dieppe, 2 en 1940 et en 1944 pour le 3e.
chemin toujours, c'est qu'on le devoir. Le Pollet est au début des années 1900 en plein essor. Mais le temps fort se situe au cours des années 20. À cette époque, le quartier s'anime avec fanfare, groupe théâtral, corso fleuri, élection des reines du Pollet, du plus bel homme de Dieppe et la création de la commune libre du Pollet, avec son maire et sa mairie, dont la gobe numéro 8, et son comité des fêtes. Sous l'impulsion d'une bande de joyeux drills, le Pollet ne manque pas de bonne humeur. Comme il existe la commune libre de Montmartre, de Trouville, d'Honfleur et de Granville, il y a aussi la commune libre du Pollet. Sous la présidence de M. Laurence, un comité des fêtes du Pollet est constitué pour organiser des fêtes dans ce quartier de pêcheurs. Commerçants, artisans, habitants répondent massivement aux convocations de cette organisation joviale qui tient ses réunions à l'école Michelet. Les plus belles femmes du quartier étant choisies pour leur beauté et leur intelligence. 332 votants élisent ainsi cette année la première reine du Pollet, Violette Pâquerette et ses dauphines Renée Souillard et Simone Colette. En 1926, Madeleine Aubé, reine, et André Vivier et Solange Auberteau, demoiselle d'honneur. En 1927, Ernesta Princel et Anna Congar et Blanche Leclerc, demoiselles d'honneur. Durant une année, elles devront défiler sur les chars des corsos fleuris et représenter la commune.